26 août 1444. Le soleil se lève sur les portes de Bâle. Une armée de 40 000 mercenaires français, les Armagnacs, campe à quelques kilomètres de la ville. Ces soldats sans foi ni loi viennent de dévaster l'Alsace pendant des semaines. Ils ont brûlé des villages entiers, violé, pillé, massacré des familles complètes. On les surnomme les écorcheurs parce qu'ils écorchent littéralement leurs victimes vivantes. À leur tête se trouve le dauphin Louis, futur Louis XI, 21 ans. Le roi de France Charles VII lui a confié une mission simple, se débarrasser de ces milliers de soudards devenus inutiles depuis la fin de la guerre de 100 ans contre l'Angleterre. La solution ? Les envoyer en Suisse pour mater les confédérés qui osent défier l'autorité des Habsbourg. Mais personne n'imagine ce qui va se passer ce matin-là. À la garnison de Farnsburg, 1300 jeunes Suisses reçoivent des ordres clairs de leur commandant. Ne pas engager le combat, attendre les renforts. L'armée principale de 20 000 hommes arrivera dans quelques jours. Ces jeunes soldats, majoritairement bernois et saulerois, doivent simplement surveiller les mouvements ennemis. 200 Bâlois de Bâle-Campagne les rejoignent. 1500 hommes au total. Face à eux, 40 000 mercenaires aguerris, l'une des armées les plus redoutées d'Europe. Les jeunes Suisses viennent de remporter 2 victoires rapides à Pratteln et Muttenz contre des détachements français isolés. L'ivresse de ces succès faciles leur monte à la tête. Ils regardent l'immense camp ennemi au loin. Quelques capitaines proposent l'attaque immédiate. D'autres protestent, rappellent les ordres, mais la majorité l'emporte. Ces gamins n'ont peur de rien. Au petit matin, ils se mettent en marche vers l'armée française. Le dauphin Louis observe ce petit contingent suisse s'avancer vers ses positions. Il n'en croit pas ses yeux. 1500 hommes attaquent 40 000 soldats ? C'est du suicide. Mais il flaire l'opportunité. Si les Bâlois sortent de leur ville fortifiée pour secourir leurs alliés, il pourra s'emparer de Bâle. Il ordonne à son avant-garde, la redoutable cavalerie des écorcheurs commandée par Jean-Site de Bueil, d'attaquer frontalement la phalange suisse. Le combat s'engage sur un plateau à 1 kilomètre de la ville. Les Bâlois, depuis leur rempart, voient de leurs alliés en difficulté. Des milliers de soldats sortent de la ville pour leur porter secours. C'est exactement ce que le dauphin attendait. Une seconde armée d'écorcheurs, qu'il commandait personnellement, surgit et fonce vers les portes ouvertes de Bâle. Les Bâlois comprennent le piège. Ils se replient en catastrophe, abandonnant les 1500 Suisses à leur sort. Les jeunes confédérés réalisent leur erreur. Ils sont seuls, totalement isolés, face à la totalité de l'armée française. Le retour n'est plus possible. Ils peuvent se rendre ou mourir. Ils choisissent de mourir. Les Suisses adoptent leur formation légendaire, le carré compact hérissé de piques de 5 mètres. Cette tactique, héritée des phalanges d'Alexandre le Grand, transforme 1500 hommes en une forteresse mobile impénétrable. Les piques, plantées dans le sol et dirigées vers l'extérieur, créent un mur mortel que nulle cavalerie ne peut franchir. La cavalerie française charge, les chevaux s'empalent sur les piques, les chevaliers tombent, les Suisses ne reculent pas d'un pouce. Vague après vague, les Français se brisent contre cette muraille humaine. Le dauphin ordonne alors le retrait de la cavalerie. Il fait venir son infanterie, des milliers de fantassins encerclent la phalange suisse. Le combat devient un carnage méthodique. Les Armagnacs attaquent de tous côtés simultanément, les Suisses tiennent. Quand une brèche s'ouvre, ils la colmatent immédiatement. Les morts et les blessés s'entassent autour d'eux. Les heures passent, midi. Puis l'après-midi. La bataille ne s'arrête pas. À plusieurs reprises, le dauphin envoie des émissaires proposer la reddition. Les Suisses refusent. Chaque fois, ils savent ce qui les attend s'ils se rendent, une mort lente et humiliante. Les Armagnacs sont connus pour torturer leurs prisonniers pendant des jours, autant mourir les armes à la main. Les Français commencent à comprendre qu'ils n'affrontent pas des hommes ordinaires. Ces jeunes Suisses combattent avec une férocité qu'ils n'ont jamais vue. Chaque fois qu'un Français pénètre dans la formation, il est immédiatement abattu. Les Suisses utilisent leurs hallebardes avec une précision mortelle, un coup pour briser le bouclier, un second pour trancher la gorge. Les Armagnacs doivent escalader des monticules de cadavres pour atteindre les Suisses. Le sol devient tellement glissant de sang que les combattants perdent l'équilibre.
L'odeur de la mort envahit le champ de bataille. Mais les Suisses continuent de se battre. Vers 16 heures, après 8 heures de combat ininterrompus, la phalange suisse commence enfin à faiblir. Il ne reste plus que quelques centaines d'hommes debout, épuisés, couverts de sang. Beaucoup sont blessés mais refusent d'abandonner leur position. Le Dauphin lance l'assaut final. Toute son armée converge vers les derniers Suisses. Ces quelques dizaines de combattants, acculés près de la maladrerie de Saint-Jacques-sur-la-Birse, forment un dernier cercle défensif. Ils n'ont plus de piques, plus de hallebardes, juste leurs épées et leur dernière force. Les Français les submergent par le nombre. Combat au corps à corps. Les Suisses se battent comme des bêtes acculées. Un soldat suisse, le bras tranché, continue de frapper avec l'autre. Un autre, les entrailles pendant hors de son ventre, poignarde un Armagnac avant de s'effondrer. À 18 heures, le dernier Suisse tombe. Aucun survivant. 1500 morts. Massacrés jusqu'au dernier. Mais le bilan français est catastrophique. 2000 Armagnacs tués. Certaines sources parlent de 4000 morts. Pour éliminer 1500 jeunes soldats indisciplinés, le Dauphin a perdu entre un 20e et un 10e de son armée. Ses meilleurs officiers sont tombés. Ses unités d'élite sont décimées. Le Dauphin contemple le champ de bataille. Des milliers de cadavres français jonchent le sol. Il a gagné. Il a anéanti ses 1500 Suisses jusqu'au dernier. Bâle est à sa merci. Il dispose encore de 36 000 à 38 000 hommes. La ville est faiblement défendue. Il peut la prendre dans la journée. Mais il ne le fait pas. Le Dauphin donne l'ordre du retrait. Il refuse d'avancer plus loin en Suisse. Il renonce à secourir Zurich, l'objectif initial de sa mission. Son armée repart vers l'Alsace, qu'elle continue de dévaster pendant des mois, mais elle ne pénètre plus jamais en territoire suisse. Pourquoi ce retrait ? Le Dauphin a compris quelque chose ce jour-là. Si 1500 jeunes recrues indisciplinés ont pu infliger de telles pertes à son armée, que se passera-t-il face aux 20 000 vétérans aguerris de l'armée confédérée principale ? Il n'a aucune envie de le découvrir. La nouvelle de la bataille se répand dans toute l'Europe comme une traînée de poudre. 1500 Suisses ont tenu tête à 40 000 Français pendant toute une journée. Ils ont refusé de se rendre. Ils se sont battus jusqu'au dernier. Ils ont tué 2000 à 4000 ennemis avant de tomber. Cette défaite tactique devient paradoxalement une victoire stratégique. Le Dauphin signe la paix avec Bâle et les Confédérés le 28 octobre 1444 à Ensisheim. Ses troupes quittent l'Alsace au printemps 1445. La Suisse est sauvée d'une invasion française. Mais surtout, cette bataille crée la légende des mercenaires suisses. Leur réputation de guerriers invincibles se répand dans toutes les cours européennes. Le Dauphin lui-même, devenu roi de France sous le nom de Louis XI, sera le premier souverain étranger à engager des gardes suisses pour sa protection personnelle. Si des ennemis aussi redoutables acceptent de devenir ses alliés, autant payer le prix fort pour les avoir de son côté plutôt que contre lui, les stratèges militaires suisses tirent les leçons de Saint-Jacques-sur-la-Birse. Ils théorisent un concept qui marquera l'histoire militaire de la Confédération pendant des siècles, la défense par la dissuasion. L'idée est simple. Un envahisseur potentiel doit comprendre qu'attaquer la Suisse lui coûtera tellement cher en vies humaines que même une victoire ne vaudra pas le prix payé 1500 morts contre 2000 à 4000. Un ratio qui terrorise les généraux européens. Aucune armée ne peut se permettre de perdre autant d'hommes pour progresser de quelques kilomètres en territoire helvétique. Les Suisses transforment leur petite taille et leur infériorité numérique en atout stratégique. Chaque bataille sera tellement coûteuse pour l'ennemi qu'il préférera négocier plutôt que combattre. Cette doctrine fonctionne. Dans les décennies suivantes, lorsque des armées étrangères approchent des frontières suisses, les commandants se souviennent de Saint-Jacques. Ils font demi-tour. Ils évitent le combat. Ils cherchent des accords diplomatiques. Les Suisses deviennent intouchables, non pas parce qu'ils sont invincibles, mais parce que les vaincre coûtent trop cher. Saint-Jacques transforme les Suisses en la ressource militaire la plus recherchée d'Europe. Tous les rois veulent des mercenaires suisses dans leurs armées. Le pape les engage. L'empereur les recrute. Les princes allemands se les arrachent. Leur réputation de férocité et de loyauté absolue en fait les soldats les mieux payés du continent. François Ier, roi de France,
est tellement impressionné par les Suisses après la bataille de Marignan en 1515 qu'il signe avec eux un traité de paix perpétuel. Ce traité, signé le 29 novembre 1515 à Fribourg, restera en vigueur jusqu'à la chute de la monarchie française en 1792. Pendant 277 ans, la France et la Suisse ne se feront plus jamais la guerre. La France paiera des fortunes pour avoir des régiments suisses dans son armée plutôt que de risquer de les affronter. Le service étranger devient la principale source de revenus de nombreux cantons suisses. Entre le XIVe et le XIXe siècle, on estime que la Suisse fournit près de 2 millions de mercenaires aux puissances européennes. Des familles entières vivent de la solde envoyée par leurs fils, frères ou pères servant à l'étranger. Mais cette richesse a un prix terrible. Des générations de jeunes Suisses meurent sur les champs de bataille européens. Dans les cantons les plus pauvres, les veuves portent des tabliers de couleur sur leurs costumes noirs, signe des deuils familiaux incessants. Des villages entiers perdent leur population masculine active. Les mères envoient leurs fils à la guerre en sachant qu'ils ne reviendront probablement jamais. Le mercenariat corrompt aussi profondément la société suisse. Les capitaines qui recrutent des soldats pour les puissances étrangères s'enrichissent scandaleusement. Ils reçoivent des pensions des rois étrangers, ils touchent des commissions sur chaque recrue. Certains deviennent si riches qu'ils construisent des palais et vivent comme des princes. Cette corruption crée des tensions énormes au sein de la Confédération. Les cantons catholiques, principalement Uri, Schwyz, Unterwald, Lucerne et Zug, envoient massivement leurs jeunes hommes combattre pour la France catholique. Les cantons protestants, Berne et Zurich, interdisent le mercenariat étranger jusqu'au milieu du XVIe siècle par conviction religieuse. Cette différence d'approche creuse le fossé entre les deux camps et contribuera aux guerres civiles religieuses qui déchireront la Confédération au XVIe et XVIIe siècle. Le pire se produit quand des régiments suisses se retrouvent face à face sur les champs de bataille européens, combattant dans des camps opposés. Les capitulations militaires entre les cantons suisses et les puissances étrangères interdisent normalement de faire combattre des Suisses contre leurs compatriotes. Mais dans la réalité de la guerre, cette règle est souvent bafouée. Le 11 septembre 1709, à Malplaquet dans les Pays-Bas espagnols, se déroule la bataille la plus sanglante du XVIIIe siècle. Pendant la guerre de succession d'Espagne, 90 000 soldats de la coalition austro-anglo-néerlandaise affrontent 65 000 Français commandés par le maréchal de Villars. Dans les rangs français se trouvent 2 bataillons des gardes suisses et plusieurs régiments suisses, Brendley, Villars-Chandieu, Greder et May. En face, dans l'armée hollandaise, combattent les régiments suisses Chambrier, Schmid von Gruneck, Hirzel, May, Sturler et Mestral. Les 2 régiments May appartiennent à des frères bernois. Gabriel von May sert la Hollande. Hans Rudolf von May sert la France. Ils vont se battre l'un contre l'autre. Le matin du 11 septembre, la coalition attaque l'aile droite française, où sont positionnés les Suisses au service de la France. 30 bataillons hollandais, dont 8 bataillons suisses, lancent l'assaut. Les Suisses français, soutenus par les gardes suisses, repoussent l'attaque et contre-attaquent avec violence. Pendant toute la matinée, les Suisses massacrent les Suisses. Les régiments May s'affrontent directement. Des Bernois tuent des Bernois, des Balois massacrent des Balois, des Vaudois égorgent des Vaudois. Les survivants racontent comment des frères se sont retrouvés face à face, comment des voisins se sont entretués, comment des amis d'enfance se sont transpercés mutuellement. Vers 10h30, le premier assaut hollandais se termine par un échec sanglant. Les Suisses français ont tenu leur position, mais le bilan est épouvantable. Les régiments May, des 2 côtés, perdent à eux seuls près de 4000 hommes. Les régiments Schmidt et Mestral laissent 1100 morts sur le terrain. Au total, près de 8000 Suisses périssent à Malplaquet. Ils représentent le tiers des 24 000 morts et blessés de cette journée maudite. La nouvelle provoque une onde de choc dans toute la Confédération. La Diète fédérale se réunit en urgence. Les cantons s'affrontent violemment. Les partisans du mercenariat défendent les juteux contrats avec les puissances étrangères. Les opposants dénoncent cette guerre fratricide comme une honte nationale. Des mesures sont votées pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise. Les capitulations militaires sont révisées.
Les puissances étrangères doivent garantir qu'elles ne feront jamais combattre des régiments suisses contre d'autres Suisses, mais ces promesses resteront lettre morte. En 1808, pendant les guerres napoléoniennes, l'histoire se répète. À Bailen, en Espagne, des régiments suisses au service de Napoléon affrontent des régiments suisses au service de l'Espagne. Une fois encore, les Suisses s'entretuent pour des querelles qui ne les concernent pas. Les leçons de Malplaquet n'ont servi à rien. Cette fois, la colère populaire explose dans les cantons. Les familles qui ont perdu des fils dans ces combats fratricides exigent l'abolition du mercenariat. Le mouvement prend de l'ampleur pendant tout le XIXe siècle. Les intellectuels suisses dénoncent l'exportation de chair à canon comme une pratique indigne d'un peuple libre. Ulrich Zwingli, le réformateur suisse, avait déjà condamné le mercenariat dès le XVIe siècle. Il avait été aumônier lors des batailles de Novare en 1513 et de Marignan en 1515. Il avait vu de ses propres yeux le massacre de milliers de jeunes Suisses pour des causes étrangères. Il présentait Marignan comme une punition divine contre ceux qui vendaient leur sang pour de l'or. Mais il faudra attendre 1859 pour que la Confédération suisse interdise enfin officiellement le mercenariat. L'État fédéral prononce la dissolution de tous les régiments suisses au service étranger. Seule exception, la garde pontificale au Vatican, qui existe encore aujourd'hui. Le dernier grand massacre de soldats suisses sur sol étranger se déroule le 10 août 1792 à Paris. La Révolution française est à son paroxysme, la monarchie vacille. Le roi Louis XVI et sa famille se sont réfugiés au palais des Tuileries, protégés par environ 900 gardes suisses. Une foule révolutionnaire de plusieurs milliers de personnes, armées de piques, de fusils et de canons, marche sur le palais. Louis XVI, voyant la situation désespérée, ordonne aux gardes suisses de cesser le feu et de rendre les armes. Il veut éviter un bain de sang. Les gardes obéissent. Ils déposent leurs armes. Ils se rendent. Mais la foule enragée ne fait aucun prisonnier. Les gardes suisses sont massacrés méthodiquement. Ceux qui restent dans le palais sont pourchassés et tués dans les couloirs. Ceux qui tentent de fuir par les jardins sont rattrapés et taillés en pièces. Certains sont noyés dans la Seine. D'autres sont pendus au réverbère. Sur 900 gardes suisses présents aux Tuileries, environ 600 sont massacrés. Beaucoup meurent alors qu'ils ont déjà rendu leurs armes, en violation complète des lois de la guerre. Ce massacre provoque une immense émotion en Suisse. L'Assemblée nationale française licencie tous les régiments suisses le 20 août et rompt ses relations diplomatiques avec la Suisse le 15 septembre. En 1821, la ville de Lucerne érige le monument du Lion de Lucerne pour commémorer les gardes suisses tombés aux Tuileries. Cette sculpture monumentale, créée par le Danois Thorvaldsen, représente un lion mourant transpercé par une lance. L'inscription dit « Helvetiorum fidei ac virtuti » à la loyauté et au courage des Suisses. Revenons à Saint-Jacques-sur-la-Birse. Cette bataille, qui s'est déroulée 348 ans avant le massacre des Tuileries, a créé le mythe du soldat suisse invincible. Ce mythe aura des conséquences dramatiques pendant près de 4 siècles. Des centaines de milliers de jeunes Suisses mourront sur les champs de bataille européens en portant ce fardeau. Ils devront être à la hauteur de la légende. Ils devront se battre avec la même férocité que leurs ancêtres de 1444. Ils ne pourront jamais se rendre, sous peine de déshonorer la mémoire de ceux qui les ont précédés. Cette pression psychologique transformera le mercenariat suisse en piège mortel. Les familles suisses enverront leurs fils à la guerre, en leur répétant l'histoire de Saint-Jacques. Souviens-toi des 1500. Ils n'ont jamais reculé. Ils n'ont jamais abandonné. Ils sont morts debout. Ce discours martial condamne des générations entières à la mort glorieuse, plutôt qu'à la reddition raisonnable. Mais Saint-Jacques a aussi donné naissance à quelque chose de plus profond, l'identité suisse moderne. Avant 1444, la Confédération suisse n'est qu'une alliance fragile de cantons aux intérêts divergents. Après Saint-Jacques, les Suisses commencent à se percevoir comme un peuple unique, distinct des autres Européens. Cette identité se construit autour de valeurs militaires, le courage, la discipline, la loyauté absolue, le refus de la défaite. Ces valeurs imprégneront la culture suisse pendant des siècles. Elles expliquent en partie la neutralité suisse moderne.
Si les Suisses acceptent de ne plus combattre dans les guerres européennes après 1815, c'est aussi parce qu'ils ont compris que leur force ne réside pas dans la conquête, mais dans la défense. La vraie leçon de Saint-Jacques-sur-la-Birse n'est pas celle d'une victoire militaire, c'est celle d'un suicide glorifié qui devient mythe national. 1500 jeunes soldats désobéissent à leurs ordres, attaquent une armée 40 fois supérieure en nombre, refusent de se rendre et meurent jusqu'au dernier. Ce comportement, objectivement irrationnel et suicidaire, sera célébré pendant des siècles comme le summum de l'héroïsme. Cette glorification de la mort au combat aura des conséquences terribles. Elle créera une culture militaire où la survie est honteuse et la mort glorieuse. Elle poussera des milliers de soldats suisses à choisir la mort certaine plutôt que la capitulation raisonnable. Elle enrichira les capitaines recruteurs qui vendront cette chair à canon aux plus offrants. Le dauphin Louis, devenu Louis XI, avait compris l'essentiel ce jour-là. Il n'avait pas seulement compris que les Suisses étaient de redoutables guerriers, il avait compris qu'ils étaient prêts à mourir pour rien. Cette détermination suicidaire les rendait à la fois précieux comme alliés et terrifiants comme ennemis. Les puissances européennes paieront des fortunes pendant 4 siècles pour exploiter cette folie guerrière. Les rois voudront des soldats qui se battent jusqu'à la mort, qui ne reculent jamais, qui préfèrent mourir que se rendre. Les Suisses offriront exactement ce produit au prix du sang de leurs enfants. Le mercenariat s'éteint finalement au XIXe siècle, tué par 3 forces convergentes. D'abord, les guerres napoléoniennes montrent les limites de la tactique suisse face aux armées modernes. Les formations en carré hérissées de piques qui terrorisaient les armées médiévales deviennent obsolètes face à l'artillerie moderne et aux fusils à longue portée. Les Suisses continuent de se battre avec bravoure, mais leur avantage tactique disparaît. Ensuite, la révolution industrielle transforme l'Europe. Les cantons suisses s'industrialisent. Les jeunes hommes trouvent du travail dans les usines plutôt que dans les armées étrangères. Le mercenariat cesse d'être une nécessité économique. Les familles n'ont plus besoin d'envoyer leurs fils mourir à l'étranger pour survivre. Enfin, la conscience nationale suisse mûrit. Les intellectuels et les politiciens remettent en question le mercenariat. Pourquoi vendre le sang suisse aux puissances étrangères? Pourquoi permettre que des Suisses s'entretuent dans des guerres qui ne les concernent pas? La Suisse moderne se construit sur le refus du mercenariat et l'affirmation de la neutralité. En 1859, quand la Confédération interdit officiellement le mercenariat, elle tourne la page d'une époque qui avait commencé 415 ans plus tôt, le 26 août 1444, sur le champ de bataille de Saint-Jacques-sur-la-Birse. Les 1500 jeunes soldats qui moururent ce jour-là ne pouvaient pas imaginer qu'ils créaient un mythe qui condamnerait leurs descendants à 4 siècles de guerres étrangères. Aujourd'hui, quand les touristes visitent Bâle, peu s'arrêtent à la maladrerie de Saint-Jacques-sur-la-Birse. Le site de la bataille est devenu un quartier résidentiel paisible, aucun monument spectaculaire ne marque l'endroit exact où 1500 jeunes Suisses furent massacrés jusqu'au dernier. Mais leur sacrifice n'a pas été complètement oublié. Les historiens militaires étudient encore cette bataille comme un cas d'école de détermination tactique face à une supériorité numérique écrasante. Les stratèges analysent comment 1500 hommes ont pu infliger 2000 à 4000 pertes à une armée 40 fois plus nombreuse. La vraie question n'est pas de savoir si les 1500 Suisses ont été héroïques, ils l'ont été incontestablement. La vraie question est de savoir si leur héroïsme valait la peine. Ils ont désobéi aux ordres, ils ont attaqué un ennemi qu'ils ne pouvaient pas vaincre, ils ont refusé de se rendre quand la reddition aurait sauvé leur vie, ils sont morts pour rien d'autre que la gloire. Et cette gloire a coûté à la Suisse près de 2 millions de mercenaires pendant 4 siècles. Des pères, des fils, des frères qui ne sont jamais revenus. Des familles détruites, des villages vidés de leur population masculine, des veuves et des orphelins par dizaines de milliers. Le dauphin Louis avait raison d'être impressionné par le courage des jeunes Suisses ce jour d'août 1444. Mais il avait aussi raison d'avoir peur parce que ce courage n'était pas au service d'une cause rationnelle ou d'un objectif stratégique. C'était un courage aveugle, suicidaire, qui transformait des hommes en machines à tuer prêtes à mourir sans réfléchir. Ce type de courage fait de excellents mercenaires.
et de terribles citoyens. Il a fallu 4 siècles à la Suisse pour comprendre cette différence et choisir son camp. En interdisant le mercenariat et en adoptant la neutralité armée, la Suisse moderne a renoncé à la gloire militaire pour privilégier la vie de ses citoyens. Les 1500 morts de Saint-Jacques-sur-la-Birse ne le savent pas, mais leur sacrifice insensé a fini par enseigner à leur pays une leçon qu'ils n'avaient jamais voulu apprendre, que la vraie victoire n'est pas de mourir glorieusement, mais de vivre libre.